Bonjour à toutes et à tous. Donc, je m'appelle Christophe Négrier, pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis le directeur général d'Oracle en France et je suis ravi de vous accueillir ce matin dans ce lieu qui est un lieu symbolique. Pour moi, si je retiens quel symbole, je parlerai de trois symboles. Le premier, c'est que c'est naturellement le symbole de l'importance qu'ont aujourd'hui les sujets de cyber et de sécurité de manière générale dans notre société, pour nous en tant qu'individus, pour vous en tant que clients, dans le secteur privé et dans le secteur public. C'est un enjeu qui est devenu juste central. Ce lieu, c'est aussi le symbole de discussion animée, comme on sait le faire en France, autour des enjeux de souveraineté. Et ces enjeux de souveraineté sont parfois connexes aussi à ces enjeux de cybersécurité, et on y reviendra un petit peu plus tard. Mais c'est aussi le symbole d'un écosystème, et de cette notion d'écosystème, elle est vraiment clé pour Oracle. C'est le symbole de l'émergence d'un écosystème numérique qu'on voit apparaître en France, qui était déjà là, mais qui se massifie, s'organise de façon à pouvoir proposer aux entreprises et aux administrations des discussions centrées sur la valeur qu'ils peuvent tirer de leur technologie dans la transparence, en comprenant bien l'ensemble des enjeux qui sont connexes à tout ça. Et cette notion d'écosystème, je le disais à l'instant, c'est juste une notion qui est centrale pour Oracle, parce que on est certain qu'en étant et en travaillant ensemble à plusieurs, c'est là qu'on est pertinent, c'est là qu'on est fort, c'est là qu'on répond aux enjeux et aux menaces. Et c'est pour ça qu'on est très fiers de faire partie de cet écosystème. Alors, on se voit aujourd'hui pour discuter, je le disais, de ces enjeux de cyber, ces enjeux de souveraineté, pour revenir aussi sur les annonces stratégiques qu'a fait Oracle. On vient au mois d'octobre d'avoir notre événement annuel Cloud World, et je voulais simplement revenir après sur les annonces et sur la direction qu'on est en train de prendre aussi quant à ces sujets-là. Mais avant, je voulais naturellement remercier notre partenaire Atos, qui est sponsor avec nous aujourd'hui, et nos clients Disk Engine et CNSSA, qui seront là pour raconter ce qu'ils vivent, leurs expériences et comment ils appréhendent l'ensemble de ces enjeux. Alors, une fois que on s'est dit ça, je vais appeler Philippe Wojcik à mes côtés. Philippe, c'est notre directeur de l'engineering cloud en France. Voilà, bonjour Philippe. Bonjour à tous, je suis ravi d'être parmi vous. Attends d'avoir mes questions et après on verra si tu es ravi. Alors, une fois qu'on s'est dit ça, je le disais, je vais commencer par revenir un petit peu sur les différentes annonces qu'on a faites à Cloud World. Et il y a une chose qui est centrale dans notre stratégie, c'est que le monde dans lequel on va évoluer va être de plus en plus multi-cloud, restera hybride, sera teinté fortement de solutions et de stacks open source, sera ouvert. Et ces changements-là, aujourd'hui, Oracle les embrasse à pleine vitesse. On l'a vu avec les annonces que l'on a fait de partenariat avec nos compétiteurs que sont Azure, avec la disponibilité de nos solutions, et tu reviendras là-dessus Philippe, chez AWS, avec de nouvelles versions de notre base de données la 23C, avec des annonces sur la partie application sur laquelle je reviendrai. Bref, un Cloud World qui a été hyper riche. Qu'est-ce que tu en as vu, toi qui étais aussi là-bas? Moi j'étais là-bas, j'ai eu la chance également d'y aller et c'était un super événement, c'était mon premier. Moi j'ai 5 ans chez Oracle. Ma perception c'est qu'Oracle se transforme, Oracle change. C'est une entreprise qui a complètement évolué à la fois dans les hommes, dans les produits, et tu parlais du principe du multi-cloud. Moi tous les projets que je fais avec mes clients, 100% sont multi-cloud. C'est devenu une évidence, c'est devenu c'est plus un phénomène de mode, c'est quelque chose qu'on fait, c'est notre day-to-day avec nos clients. Et le concept que j'ai entendu sur l'événement, c'est la notion de distributed cloud.
Et Oracle, ce que fait Oracle, c'est qu'on a en fait la faculté et la force de pouvoir justement déployer notre plateforme de cloud, donc qui s'appelle OCI en cloud public, sous différents types de formats, avec les mêmes types de solutions, de produits, de services. Et donc on le décline en cloud public à travers 40 régions dorénavant. Moi, je suis arrivé chez Oracle en 2018, on avait 5 régions. En 2022, on est passé à 40 régions. Donc 44. la croissance. 44. Bientôt, mais on est à 40 maintenant. Ah, tu vois. Tu vois, c'est dingue, hein. C'est plus 35, c'est plus 35 régions en 4 ans. Donc on est devenu en fait un industriel du cloud qui sait produire en fait des plateformes de cloud de manière très très agile. Et cette déclinaison qu'on avait en cloud public, on l'apporte dorénavant chez nos clients avec une notion de dedicated cloud region qu'on va déployer chez nos clients. Donc un format très industriel sur lequel on vient avec nos solutions et on conçoit en fonction des besoins de nos clients la plateforme de cloud qui va vraiment répondre à ces enjeux. Et tu parlais également de multi-cloud. Tu as une question ? Non, j'avais pas une question, mais je voulais revenir aussi parce que cette notion, elle est vraiment très très importante. C'est-à-dire que on le disait, de laisser le choix à notre écosystème d'avoir le bon type de cloud pour les bons usages. Et quand je dis bon type de cloud, on voit toutes les déclinaisons de notre cloud public, mais ce qu'on est aussi capable de faire en cloud privé. On a vraiment au cœur de notre stratégie quelque chose, c'est que la réponse unique, la pensée unique, c'est quelque chose qui ne fonctionne pas ou qui ne fonctionne plus pour des raisons de sécurité, pour des raisons de souveraineté, pour des raisons de vitesse à laquelle les organisations doivent se transformer. Cette unicité ou cette solution unique, c'est au mieux un mirage et au pire, ça peut amener à des catastrophes industrielles. Donc c'est vraiment très très important pour nous d'offrir ce choix, cette ouverture, cette liberté à nos clients de toujours s'appuyer sur nos technologies quant à leurs données les plus critiques, leurs applications les plus critiques, mais de manière différente. Et on l'a vu aussi, tu vas certainement y revenir, avec l'annonce qu'on a fait autour d'Oracle Alloy, où toujours pareil, dans une notion d'écosystème, on se dit qu'à plusieurs, on est plus pertinent, plus performant, plus fort. Donc pourquoi ne pas proposer de manière industrielle notre cloud opéré par un partenaire qui peut du coup l'enrichir de ses propres services. Mais tu as dit un mot qui est important tout à l'heure, c'est la partie open en fait. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'OCI et ce qu'on déploie en termes de projets dans le cloud public d'Oracle sont basés à beaucoup de services de type open source. Donc la portabilité de ce qu'on fait dans le cloud public dans OCI, on peut tout à fait en fait le mettre sur un autre cloud provider, on peut le remettre on-premise parce qu'on se sert et on s'appuie de projets qui sont open source. Kubernetes sur la partie containerisation, Hyperledger sur la partie blockchain, FN Project sur la partie serverless. Tous ces projets-là, ils sont en passe dans OCI. On peut les décliner dans des RCC et on peut également les bouger en termes de workload, évidemment, sur on-prem. On parlait de multi-cloud. En fait, je reviens sur on a fait 2 annonces qui ont été fortes. Azure, on s'en rappelle, on a déployé en 2019 l'interconnexion native Azure OCI en tirant des câbles réseau et en fédérant en fait les annuaires de Microsoft et les nôtres pour offrir une expérience utilisateur dingue qui est de pouvoir en fait tirer parti de la base de données directement dans OCI et des serveurs applicatifs frontaux dans Microsoft. Au tout début, j'y croyais pas trop. Et finalement, en fait, en 3 ans, convaincu, quoi. J'ai été convaincu et on a fait plein de projets. Voilà, plein de projets dont j'en profite. On fait le 25 janvier, on fait un événement avec l'OFO, qui est la communauté d'utilisateurs Oracle, et on revient justement sur l'approche multi-cloud. Il y a un client qui s'appelle Pierre et Vacances qui viendra communiquer sur lequel justement on a fait ce type d'architecture-là, des frontaux dans Azure et des bases de données dans OCI. Et ce qu'on a fait, donc en termes d'annonce là, au niveau de CloudWorld, on allait un peu plus loin encore dans l'expérience utilisateur et on allait en fait directement provisionner, on appelle ça ODSA, donc Oracle Database for Service Azure. On va donner en fait dans l'expérience utilisateur d'un administrateur Azure la faculté de déployer de la base de données directement. Donc il n'a même plus à se soucier en fait des couches basses, c'est-à-dire paramétrer le réseau, le rendre plus scalable en cas de pic de charge. Tout ça c'est complètement automatisé à travers du scripting et à travers une interface qui va grandement simplifier la vie de la mine. Également le billing, enfin tout ce qui est lié à la facturation, les logs de base de données, les logs d'événements seront remontés directement dans Azure. La seconde annonce qu'on a faite, c'est autour d'AWS. Vous le savez, on a sorti MySQL HeatWave dans OCI en 2020.
la faculté de faire du transactionnel, du décisionnel et du machine learning dans la même base de données. On l'avait dans Autonomous, on l'a fait dans MySQL sur OCI. On vient de l'annoncer à CloudWard. On peut également déployer HeatWave MySQL directement dans AWS. Voilà, c'est également une forme de portabilité, un monde très ouvert qu'on propose à nos clients pour justement mettre les workloads vraiment au bon endroit et au bon niveau. Il y a un point dont tu as parlé qui est très important aussi, c'est que j'en reviens à ce que je disais en introduction, à savoir hybride, multi-cloud. Il y a donc naturellement une notion de réversibilité. Et vous l'avez compris, aujourd'hui, on a vraiment à cœur, dans toutes les innovations qu'on produit, sur lesquelles on travaille, de pouvoir ne pas créer de locking artificiel et de pouvoir consommer nos technologies sur ces différents supports en fonction des différents besoins que nos clients peuvent avoir à certains moments de leur propre vie, de la vie de leurs applications, de charge. Bref, il y a tout un tas de facteurs de souveraineté, de moment où on en est. Et ça, c'est vraiment aussi quelque chose qui est très très important pour nous. Ouais, tout à fait. Donc, tu évoquais aussi également Alloy, c'est pour en revenir sur le principe et le concept d'Alloy. C'est quelque chose de, voilà, pour moi, c'est révolutionnaire. C'est le fait de fournir à des partenaires la possibilité de customiser donc le OCI qu'on a en cloud public. On prend la galette, on prend anciennement les DVD. On va en salle machine, on va les. Bref, on va pouvoir déployer du cloud en fait chez nos partenaires. Et le gros principe, c'est de le customiser par rapport à leurs besoins. À la fois dans la partie portail de provisioning, dans la partie gestion des notifications, gestion de provisioning, tout ça sera customisé au niveau d'Alloy, et également la possibilité de rapporter son propre matériel. C'est quelque chose qui est fort chez Oracle. On a fait pas mal de presse autour d'OCI, et le fait qu'on a une grande force, c'est qu'on a sorti la gestion du network d'OCI en termes donc de smart NIC intelligente. L'hyperviseur ne contrôle pas le réseau, c'est fait couche très très basse. Et grâce à ça, on fait deux choses merveilleuses sur Oracle, OCVS. Et t'en parles très bien d'OCVS, non mais sur la partie infrastructure, et Alloy qui va permettre d'apporter son matériel. Et c'est un grand changement et c'est super. Donc j'attends beaucoup de Atos. C'est un bon exemple. Et c'est construire du coup un modèle de cloud qui va répondre aux contraintes d'Atos en termes de business. C'est-à-dire qu'on a des partenaires qui sont très HPC, on a des partenaires qui sont très PaaS, on a des partenaires qui sont très infrastructure. On pourra concevoir du coup le Alloy sur mesure par rapport à ces besoins-là. Et le modèle de prix et le service que fera le partenaire sera déployé directement dans Alloy. Et bien sûr, ça a aussi des incidences potentielles sur les enjeux de souveraineté, de localisation de la donnée, qui sont aussi clés pour certains clients ou certains types de workload. Merci Philippe, tu voulais rajouter quelque chose? Dernière information, voilà, en termes après de ressources techniques, on a plus de 105 services dans OCI dorénavant, donc je vous invite à aller un peu sur nos sites, vous allez voir ce que c'est. On déploie de nouveaux principes de compute, de CPU, là, qui sortent récemment à la fois sur Intel et sur AMD. Deux fonctions également, parce que la partie Kubernetes microservices, quelque chose qui est vraiment très en vogue en termes de nouveaux développements. On a sorti également la partie serverless Kubernetes. Auparavant, on pouvait faire du Kubernetes où le client gérait ses worker nodes. Dorénavant, on a la force et la proposition de valeur de dire venez avec vos images Docker et ils vont runner directement sur un principe de serverless Kubernetes. Donc voilà, c'est également quelque chose qui est sympa. D'un point de vue sécurité, on a fait une belle annonce également. Moi, j'ai fait des projets où nos clients très souvent venaient avec leur principe de firewalling chez les cloud providers. Donc moi, j'ai fait des projets sur lesquels il fallait virtualiser du FortiGate dans OCI pour venir interconnecter le monde on-prem sur le monde OCI. On vient de sortir la partie Firewall as a Service avec un partenaire qui s'appelle Palo Alto. Donc dorénavant, on pourra embarquer une instance Palo Alto native dans OCI. Donc plus besoin de la patcher, de la versionner, etc. C'est fait de manière automatique. On appuie sur presse bouton, ça déploie une image et c'est complètement customisable. Donc ça, c'est une belle annonce au niveau de la partie sécurité qui permettra de mieux contrôler la partie périmétrique au niveau de la sécurité. Et on en revient du coup encore une fois à cette notion d'écosystème. Merci Philippe. Alors vous le voyez, on est tous les deux passionnés par ces sujets-là. On pourrait en parler pendant des heures. Mais ce qui est très important aussi pour Oracle, c'est
bien sûr notre capacité à convaincre et notre enthousiasme, mais c'est aussi ce que dit le marché. C'est-à-dire qu'on voit très bien que le cloud, c'est évidemment un des vecteurs qui sert à la transformation des organisations. C'est pas le seul, et j'insiste là-dessus parce que encore une fois, il n'y a pas une réponse à toutes les problématiques, mais c'est aussi ce dynamisme dans nos offres, cette vision sur le multi-cloud, c'est quelque chose qui est aussi noté par le marché. Gartner vient juste de sortir un nouveau Magic Quadrant sur cette partie-là il y a quelques semaines. Oracle est passé de niche player à visionnaire. Vous avez, si vous suivez un petit peu notre actualité, alors je peux pas parler de chiffres parce qu'on vient juste de clôturer notre second trimestre, donc je dis rien. Mais sur les chiffres du premier trimestre, on a un grand dynamisme de notre activité qui est aussi porté par l'adhérence de nos clients par rapport à cette stratégie. Alors, on a parlé bien sûr à CloudWorld de cloud, d'infrastructure, Philippe, tu viens de le dire, mais Oracle a aussi d'autres métiers et on a aussi, depuis maintenant une dizaine d'années, beaucoup investi dans nos solutions applicatives en SaaS. Et donc l'investissement, l'innovation, la recherche et le développement, on le fait aussi de manière très importante sur ces pans-là de notre offre. Oracle est passé sur ces sujets-là d'un fournisseur de technologie à un fournisseur de services. Et je vous assure que ça a aussi nécessité de la transformation dans nos organisations. Et ça continue toujours. Et j'ai pas honte de le dire. Et donc, on a annoncé à CloudWorld tout un tas de lancements, de nouvelles fonctionnalités de commerce dans le monde du B2B avec pour objectif d'automatiser au maximum les processus de bout en bout, depuis la prise de commande jusqu'au règlement des factures directement avec les établissements bancaires. On a annoncé des partenariats avec JP Morgan, on a annoncé des partenariats avec FedEx. On travaille beaucoup sur ces enjeux de comment j'automatise de bout en bout et je rends mes processus métiers plus efficaces dans mes solutions ERP notamment. Évidemment, le Covid étant passé par là, les enjeux autour de la supply chain ont été complètement transformés chez nos clients et donc on continue d'innover sur ces sujets-là de façon à vraiment permettre à nos clients d'avoir des processus les plus efficaces possibles. L'autre sujet sur la partie applicative sur laquelle on a beaucoup travaillé, c'est le sujet de l'analyse. On le voit, la partie analytique, c'est prendre de bonnes décisions, il faut déjà savoir où on en est. Et donc, pour nous, c'était clé de continuer d'investir et d'innover sur ce sujet de l'analytique dans l'ensemble des pans fonctionnels que l'on peut adresser sur ces applications. Ça peut être aussi bien sur les enjeux RH avec est-ce que je recrute bien, comment je gère mon attrition, comment est-ce que je gère mes talents, et on sait aujourd'hui que et c'est très bien comme ça, les hommes sont au cœur des succès des organisations, donc il faut en prendre soin. Et donc comment est-ce qu'aujourd'hui j'analyse ma situation, comment est-ce que je vois comment les choses évoluent dans mes organisations. C'est vrai aussi, je le disais, sur la partie ERP, dans toutes les notions de supply chain, comment est-ce que je suis, comment est-ce que je gère mes shortages, comment est-ce que je suis plus efficace pour pouvoir livrer plus vite tout en mettant et immobilisant le moins de cash possible. Tous ces sujets d'analytics ont été vraiment travaillés de façon à pouvoir permettre de donner de nouveaux services à nos clients. Enfin, il y a quelque chose qui est très cher à Oracle en France, mais plus globalement, c'est une transformation qui soit bien sûr innovante, mais qui soit aussi responsable. Toutes les organisations aujourd'hui font face, et c'est très bien comme ça, à ce besoin impérieux d'être plus efficace et d'être plus responsable, notamment écologiquement. Un des impacts, c'est le reporting extra-financier qui doit être délivré par les entreprises aujourd'hui. Aujourd'hui, je fais deux fois je le dis, Oracle a lancé de nouveaux services dans ses offres PM de façon à pouvoir permettre à nos clients d'avoir le reporting extra-financier le plus pertinent, le plus performant. Alors bien sûr, pour respecter la réglementation, mais surtout pour pouvoir piloter cette transformation sur ces enjeux environnementaux notamment et carbone.
Donc ça, les processus de bout en bout, l'analytique d'un autre côté dans tout ce que l'on fait. Philippe, du coup, là, j'ai pas parlé du tout technologie. C'est quoi ta vision aujourd'hui? Parce qu'on voit bien qu'il y a quand même une frontière qui est de plus en plus ténue entre la partie application, alors naturellement les parties infrastructures qui sont en dessous. Comment est-ce que tu vois les choses, le lien, l'impact de cette technologie sur les équipes métiers chez nos clients? Moi, je me rends compte d'une chose, c'est fort de ce que tu as dit. En fait, il y a toujours des bouts en fait d'applications qui sont pas disponibles dans le SaaS ou qu'il faut customiser parce qu'on a un droit français, parce qu'on a des RTT, parce qu'on a un cadre qui est différent. C'est bien. Voilà. Et donc, typiquement, en fait, ce type de customisation, en fait, on va le délivrer dans le PaaS. Donc, dans mes équipes, moi, en effet, comme tu disais, là, on se transforme, on change le modèle. Moi, dans mes équipes, j'ai des gens qui sont très technologiques, qui sont très infrastructures, extrêmement très fonctionnels et qui sont plus dans les métiers. Et donc, pour ce faire, en fait, on a des plateformes de PaaS qui vont justement redévelopper de nouvelles pages, un nouveau framework ou une nouvelle frame pour une application. Donc, on a un service qu'on appelle Apex, Application Express, qui est auparavant disponible dans la base de données directement, qu'on a directement délivré dans OCI en service PaaS. Donc, on est en mesure, en capacité de ne pas en fait transférer la donnée sur un autre modèle de base de données, mais de rester en fait au cœur de la base et de venir déployer des nouveaux services additionnels. Donc, le cœur legacy tourne sur les applications standards et les lignes métiers viennent développer du contenu complémentaire. Un bon exemple, c'est le marketing qui est juste là. Là, chez Oracle, on est 120 000 personnes. On a 30 000 applications Apex qui gravitent au niveau des lignes métiers chez Oracle. Et on a nos corps applicatifs, HCM, comme dans toutes les grandes structures. Voilà, on a vraiment ce modèle, en fait, ce modèle complémentaire. Donc ça, c'est la partie vraiment PaaS Apex. Ce qui est également la grosse annonce de CloudWorld, c'était la 23C. Vous avez sûrement entendu les messages. Une version bêta donc qui est disponible à partir de maintenant, qui sera en long time support à partir de mi-année prochaine. Moi, j'en tire en fait deux grandes nouveautés qui ont fait tilt dans ma tête. La première, c'est la partie JSON relationnel duality. C'est le fait de pouvoir se dire, oui, on a une vision chez Oracle d'être très multimodèle au niveau de la base de données. On allait un peu plus loin au niveau de la partie duality et on a capacité de venir stocker une donnée en mode relationnel et d'avoir un use case JSON ou même plusieurs use case JSON qui viennent en fait au niveau du même type de base de données. Donc voilà, ça c'est une annonce qui est forte. Et la seconde annonce, c'est la partie Transaction Manager. On est dans un monde, je le disais tout à l'heure, très orienté microservices, Kubernetes, où justement on va avoir différents types de services qui vont être exécutés. Avec la partie Transaction Manager native dans la base, on va pouvoir justement avoir une transaction qui va gérer différents types de microservices. Donc le gros avantage et le gain qui est non négligeable, c'est qu'une application qui appelle différents types de microservices, on va pouvoir à travers une transaction acquitter et réaliser les tâches. Donc c'est quelque chose qui à mon avis fera sens dans la partie microservices et applications au niveau des nouveaux usages. Et puis le message aussi qui est fort, qui est passé sur la partie keynote au démarrage, c'est le partenariat qu'on a sur Nvidia, avec Nvidia, vous avez dû le voir. On va délivrer, donc je parlais des chipsets Intel et AMD tout à l'heure. Sur Nvidia, on est plutôt sur du GPU. Donc on va déployer environ 20 000 cœurs, ça a été l'annonce, 20 000 cœurs GPU Nvidia prochainement dans nos data centers. Et avec tout ça, en fait, on va inclure la partie IA, en fait, native de Nvidia, avec notamment Clara, donc IA Clara, qui est très orientant, en fait. Donc, on va aller compléter nos services d'IA qu'on a déjà sur la partie Vision, sur la partie Anomaly, sur la partie Language. Donc, on inclut dorénavant Clara. Et dans Clara, en fait, on aura la gestion, en fait, de l'hôpital connecté, en termes de cas d'usage. On aura la génomique, on a la recherche pharmaceutique, on aura l'imagerie. Voilà, c'est vraiment un pan sur lequel Larry a beaucoup insisté et beaucoup revenu en plénière au démarrage. Le vertical santé, je pense qu'Oracle vraiment s'y penche foncièrement et investit beaucoup dans le sujet. Exact, Philippe. Écoute, merci déjà pour toutes ces précisions. Tu le disais, la partie santé et le vertical santé, c'est un enjeu qui est à la fois stratégique pour Oracle, mais aussi stratégique pour notre société. Chez Oracle, ça fait longtemps que l'on travaille des applications que l'on qualifie de verticales, et ça fait de nombreuses années qu'on investit sur le domaine de la santé. Alors, on a vu le drame qu'on a tous vécu que l'on vit encore d'ailleurs sur la crise du Covid. Il faut savoir, je vous donne un petit exemple, 40% des essais cliniques dans le monde
ont été réalisés sur de la technologie Oracle. Être capable de gérer d'énormes volumes de données pour en tirer de la valeur, ça fait partie des choses que l'on fait depuis très longtemps. Larry, notre CTO, notre fondateur, a décidé d'aller plus loin. On a annoncé il y a 1 an maintenant l'acquisition d'une société qui s'appelle Cerner, qui a pour objectif de numériser et de fournir aux hôpitaux des applications métiers. Ce qu'on voit, c'est que le rôle du monde de la santé, c'est la recherche, c'est le soin, et en particulier dans les équipes, dans les hôpitaux, dans les instituts de recherche, c'est ça leurs enjeux, c'est ça leur sujet. Et on voit que la place du numérique étant de plus en plus importante, mais avec en même temps des applications qui ne rendent pas forcément toujours le service au bon niveau. Il y a un véritable besoin impérieux de transformer le monde numérique de la santé. C'est notre ambition. On va s'appuyer naturellement sur les couches applicatives de Cerner. On va y intégrer notre savoir-faire sur les enjeux technologiques, notamment cloud, de façon à pouvoir proposer, et là la boucle va être bouclée, des processus end-to-end, métiers dédiés au monde de la santé, qui permettent aux soignants de se concentrer sur d'autres tâches que la commande de médicaments, que le planning, donc une intégration plus forte aussi avec nos solutions RH, avec nos solutions ERP, bref, du vrai process de bout en bout métier sur ces sujets-là. Et Larry, comme tu le disais, a énormément insisté là-dessus. Alors, encore une fois, je vais reboucler. On a parlé, on a effleuré cybersécurité, souveraineté, mode de déploiement, nos propres transformations, notre innovation. On vient de parler de santé, et dans la santé, il y a quand même un enjeu qui est clé, c'est la sécurité et aussi la souveraineté. Et donc, pour en parler, je vais appeler Damien Rillard à mes côtés. Un grand merci, Philippe. Merci beaucoup, Christophe. Et bonjour à tous. Alors c'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Christophe me place la parole en parlant de santé et de cybersécurité. Alors je ne sais pas vous, mais j'ai l'impression de voir les titres des journaux ce week-end. Donc c'est effectivement une vraie actualité. On a décidé d'en faire en fait le fil rouge des 3 interventions qui vont avoir lieu à partir de maintenant. Parce que la cybersécurité, c'est fondamental dans tous les domaines, dans tous les verticaux. Mais la santé, c'est un des verticales qui nous touche, nous tous, à titre personnel. C'est de nos données qu'il s'agit, c'est de notre santé qu'il s'agit. Quand on voit tout à coup qu'on ne peut plus aller dans un hôpital parce qu'il a été attaqué et qu'il faut aller un peu plus loin, croyez-moi, j'ai vu cet été ce que ça donne de devoir faire 1h30 pour aller aux urgences au lieu de 10 minutes. Croyez-moi, 10 minutes, c'est mieux. Donc concrètement, beaucoup d'annonces, beaucoup d'actualités à Cloud World autour de la santé, effectivement, et de la cybersécurité. Christophe a beaucoup parlé d'écosystème. Plutôt que de se lamenter et de se dire qu'effectivement une entreprise est victime d'un ransomware toutes les 11 secondes, ou que la cybercriminalité correspond au 3e plus gros pays mondial en PIB, si jamais on compte le revenu des pirates, etc., on s'est dit parlons solutions. Et dans un écosystème complet, quand on veut parler de solutions, il faut mettre tous les acteurs. Alors personnellement, je fais partie du bureau des RSSI, qui est une équipe dédiée au niveau Europe, Moyen-Orient, Afrique, pour parler à la communauté des RSSI chez nos clients, au C-level. Et à ce titre, je vous rencontre, notamment nombre d'entre vous, pour évoquer ces sujets-là. Mais ça va plus loin. Et je pense qu'aujourd'hui, les RSSI ont besoin d'aide. Et je pense que cette aide, elle doit venir du plus haut niveau, qui est la direction générale des entreprises. Et on a la chance d'avoir tout à l'heure le retour de Éric Leroux, qui est le DG de Disk Engine, sur le rôle de la DG par rapport au message de la cybersécurité en entreprise. Ça doit aussi, bien entendu, être porté au niveau de la DSI, et on aura en dernier le retour d'expérience de Maker Lawin, qui est DSI du CNSA, et qui nous partagera également son point de vue là-dessus. Mais pour commencer, j'appellerai dans quelques minutes Eric et Pierre de Atos. C'est fondamental quand on aborde les sujets, notamment de souveraineté, dont on parlait tout à l'heure, d'avoir de vrais acteurs, et notamment des acteurs français, des acteurs européens,
pour pouvoir travailler tous ensemble dans une approche écosystème sur ces sujets-là. Alors, quand on parle d'annonce Cloud World, tout à l'heure, Philippe disait quelque chose de très intéressant sur l'industrialisation qu'Oracle a su développer autour de la création des data centers. Je pense que c'est quelque chose de fondamental à comprendre, c'est-à-dire acquérir cette capacité de déployer de manière industrielle des data centers de manière très rapide. C'est l'acquisition de ce savoir-faire technologique qui nous permet aujourd'hui de dire « je peux déployer un data center chez un client ». Quoi de mieux en termes de souveraineté? D'abord, de s'attaquer à la localisation des data, mais ensuite de s'attaquer, je dirais, carrément à la capacité de dédier les choses, c'est-à-dire qu'on n'est plus sur du partage de ressources, ce qui est à la base le modèle du cloud, mais on va dédier ces ressources et on va garder le modèle d'agilité du cloud pour donner plus d'agilité, plus de facilité à nos clients. Et Philippe, tu parlais aussi de quelque chose qui s'appelle Alloy, qui est le nom en fait qu'on a donné à cette nouvelle offre qui va permettre à des clients, à des partenaires d'opérer des régions cloud Oracle eux-mêmes. Et je pense que c'est là le point fondamental de cette annonce, c'est la création en fait d'un nouveau rôle. Avant, on avait le fournisseur du cloud et puis le client utilisateur du cloud. Là, en fait, au milieu, on rajoute un nouveau rôle qui est le rôle de l'opérateur du cloud. Et opérer le cloud en termes de souveraineté, c'est aussi quelque chose de fondamental. Donc je propose de continuer cette discussion sur la souveraineté avec notre partenaire Atos. Eric et Pierre, un immense merci de nous rejoindre aujourd'hui. Alors, on va prendre place. On va peut-être commencer. Pierre, si tu veux te présenter. Oui, bonjour à tous. Donc Pierre Bramurol, dans la division Big Data et Sécurité chez Atos, dans le département CTO global, et je m'occupe de développement d'affaires sur l'aspect technologique. Au niveau monde. Exactement. Eric. Donc Eric Miden, bonjour à tous, merci Damien de nous avoir invités. Donc, je suis responsable des équipes DBA France chez Atos, et donc des équipes qui sont entièrement localisées en France et la donnée IDM dans nos data centers français pour des questions de souveraineté. Et on va en parler. Alors, je ne suis pas sûr que tout le monde dans la salle réalise la force de frappe qu'a Atos en termes de cybersécurité. Alors, comme on parlait justement du fait de plutôt aborder des solutions et des retours d'expérience positifs pour montrer que ça n'est pas une fatalité et qu'on n'est pas forcément tous obligés de passer au statut de victime demain, est-ce que Pierre, tu peux nous situer un petit peu les grands chiffres pour expliquer le rôle d'Atos par rapport à la cyber? Oui, effectivement. Donc, on est présent sur plusieurs aspects dans la cybersécurité. On délivre des services, bien évidemment, mais on est aussi éditeur de nos propres solutions de cybersécurité. Et en termes de souveraineté, ça a un réel impact. Donc, quelques chiffres, effectivement. L'année dernière, en 2021, on a fait 1 milliard d'euros de revenus sur la partie cyber. Et ça représente 6500 experts dans le monde. Voilà, on a aussi un fort effort sur la R&D. Vous voyez, plus de 400 brevets sur le sujet. Et c'est un travail qui paye et qui est reconnu par nos clients, bien évidemment, mais aussi par les analystes. On est reconnu aujourd'hui, par exemple, par le Gartner, comme le numéro 1 mondial dans tout ce qui est service géré de cybersécurité. D'où les 16 Security Operations Center, etc. Alors c'est vrai que c'est assez impressionnant. Alors j'ai commencé à parler de souveraineté. Il y a une chose avec souveraineté, c'est que si on regarde dans les différents pays, la souveraineté, c'est une notion qui est floue. C'est-à-dire que la souveraineté, ça veut dire beaucoup de choses différentes pour beaucoup de personnes différentes. Les réglementations ne sont pas encore toutes là. Aujourd'hui, vous n'attendez pas les réglementations pour agir auprès de nos clients. Quelle est la matrice que vous utilisez pour parler de souveraineté aujourd'hui ? Alors déjà, la première chose, c'est qu'on commence par proposer notre définition pour qu'on soit sûr qu'on parle tous de la même chose. On ne dit pas que c'est la bonne, mais au moins ça a le mérite de clarifier ce dont on parle. Christophe a mentionné qu'il n'y avait pas de solution unique tout à l'heure. Dans la souveraineté, c'est également le cas. C'est un sujet complexe avec de nombreuses dimensions. La façon dont on le définit chez Atos, la souveraineté, c'est un niveau de contrôle. Donc c'est pas quelque chose d'absolu, c'est quelque chose de relatif. Et on peut regarder la souveraineté numérique, donc le niveau de contrôle qu'on a sur les assets numériques, mais qui a deux grands piliers qu'il faut bien distinguer.
la souveraineté sur la donnée, donc le contrôle qu'on a sur la donnée qu'on utilise, qu'on crée, dont on dépend, et la souveraineté technologique, donc tous les aspects technologiques. Et ces deux piliers ont au moins 3 dimensions que sont le côté géographique, opérationnel et réglementaire. Et tout ça est très entremêlé, et ce qui fait que c'est un problème compliqué et que les solutions ne sont pas uniques, encore une fois, et qu'on est obligé d'avoir une approche souvent basée sur le consulting. Les appréciations, effectivement, de chacun sont très différentes dans ce domaine. Alors, moi, j'aime énormément cette définition de la souveraineté. Je pense qu'on la partage beaucoup chez Oracle, notamment la partie géographique, la partie opération, j'en parlais, notamment avec les annonces qu'on a faites autour d'Alloy, la partie réglementation, bien entendu. Alors, dans ce slide, et je ne vais pas aller dans le détail, bien entendu, mais il est important de savoir ce qu'Oracle on fait déjà. Dans notre cloud public, on a aujourd'hui un très grand nombre de centres de données qui sont situés en Europe. Et pour aller plus loin, on a 2 régions en France même, une à Paris, une à Marseille. Donc en termes de localisation de données, on est pas mal. Ça vous permet d'avoir de la redondance complète sur 2 régions au sein du même pays en France. On a aussi annoncé une nouvelle région, d'ailleurs plusieurs régions, qui seront le cloud souverain européen, qui va devenir disponible pour vous tous à partir de courant 2023, avec des régions, là encore, localisées en Europe, mais entièrement isolées du reste des régions mondiales, et opérées uniquement avec du personnel européen et localisé en Europe, ce qui, en termes de réglementation, donc là j'ai parlé de localisation, d'opération et de réglementation, nous permettra en fait, c'est le but annoncé, de faire en sorte qu'on respecte ce que demande EUCS une fois que le draft sera finalisé. Maintenant, selon, comme on le disait juste avant, les demandes de chaque client particulier, les besoins de chaque client particulier, comment est-ce qu'Atos peut aider nos clients à aller encore plus loin si nécessaire sur cet aspect de souveraineté ? L'idée est de venir positionner des contrôles externes qui sont considérés de confiance. Et donc là, encore une fois, on est sur du subjectif. Enfin, il faut étudier par rapport à la situation de chaque client qu'est-ce qui est de confiance. Et donc nous, on propose sur 3 grandes catégories que sont le chiffrement des données, la gestion des identités des accès et aussi la surveillance des comportements, de venir positionner des assets qui sont souverains et qui vont permettre de manière externe d'augmenter le niveau de contrôle sur chacune de ces catégories. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus en quoi ces technologies sont souveraines notamment et en quoi elles aident vos clients et nos clients ? Tout à fait. Alors, toutes ces technologies qui sont mentionnées sont des assets Atos, dont on maîtrise 100% la R&D. Atos étant un acteur français, européen, ça a de la valeur, effectivement, en Europe. Et puis, peut-être un petit mot particulier pour notre HSM Trustway, qui est le seul boîtier cryptographique donc de type HSM qualifié par l'ANSSI, et le seul qualifiable, en fait, par rapport aux exigences sur la R&D, sur la localisation des équipes. Et donc, je le mentionnais, le contrôle sur les clés de chiffrement, c'est quelque chose de très important quand on parle de souveraineté. C'est généralement le premier réflexe de nos clients. Et donc, ce boîtier est un différenciant fort. Tout à fait. Et donc, l'idée, c'est qu'en fait, le cloud Oracle, étant extrêmement ouvert, a la capacité aujourd'hui de s'intégrer avec vos solutions pour donner finalement des niveaux de souveraineté différents selon les besoins de chacun. Voilà, tout à fait. L'idée est d'avoir une approche basée sur les risques. On regarde quels sont les risques en termes de souveraineté que l'on souhaite adresser. Et on va venir chercher dans chacune de ces catégories, par rapport aux risques que l'on cherche à réduire, le bon niveau. Donc vous voyez, on a 2 ou 3 niveaux par catégorie de contrôle. On a mis les éléments principaux. Cette liste ne se veut pas être exhaustive, mais c'est les éléments principaux qu'on rencontre dans toutes les discussions qu'on a avec nos clients. Et donc, pour les risques particuliers que l'on cherche à couvrir, on va venir sélectionner le bon niveau de souveraineté dans chacune de ces catégories. Et alors, comment vous faites cette sélection, puisque chaque client est différent ? Eh bien, voilà, c'est cette approche basée sur les risques. On part d'une analyse de risque existante où on l'a fait. On accompagne nos clients, bien évidemment. On va venir identifier les menaces en termes de souveraineté. Et c'est bien important, c'est quelque chose à faire en plus, je dirais, d'une analyse de risque standard où on ne s'intéresse pas particulièrement aux aspects de souveraineté. Donc on va venir identifier ces menaces et on va mettre en place une stratégie de réduction de ce risque-là
par la sélection d'abord des catégories de contrôle que j'ai mentionnées précédemment et le bon niveau sur chacune de ces catégories. Et le dernier point qui est très important et qui est aussi très différent d'un client à l'autre, c'est l'acceptance du risque. Puisque d'un client à l'autre, vous n'avez pas tous la même appétence au risque, la même façon d'évaluer un risque de type souveraineté. Et donc, il faut qu'on le réduise suffisamment pour qu'il soit acceptable pour vous. Effectivement, une fois que, l'analyse du risque résiduel et son acceptance, et une fois que le client l'a accepté, c'est Eric qui intervient. Voilà, et qui met en place. Est-ce que tu peux nous présenter un peu ton équipe? Tu nous disais tout à l'heure une équipe française. Alors une équipe française, donc je m'occupe de la partie mutualisée France, donc 40 personnes à peu près. Alors tout moteur confondu, il existe encore un peu de concurrence à Oracle. Non. Et sur la gamme Oracle, nous opérons évidemment les moteurs Oracle Database, mais aussi MySQL Enterprise. Et pour ceux qui en ont encore, surtout dans le domaine bancaire, RDB sur VMS. Alors, sur la brique OCI, puisqu'on migre maintenant, on est de moins en moins sur des architectures on-premise. Sur OCI, on a aussi sa déclinaison Exadata Cloud at Customer. Et sur cette brique matérielle, qui est Exadata, eh bien, on a une très vieille expérience de mise en œuvre, de migration vers la brique Compute, qui est la base en fait de l'OCI d'Exadata Cloud at Customer. Donc, nous avons commencé avec la première version en 2009. Exadata V2 pour un projet financier. Ensuite, nous avons déployé 2 ans plus tard des Exadata X22, cette fois-ci pour un client logistique. Et l'histoire s'est accélérée. Puisqu'en l'espace de 9 ans, derrière, nous avons déployé dans 9 pays européens pour 35 clients, 166 engineered systems. Ce qui est à la fois effectivement très impressionnant. Voilà. Alors toutes les versions, on a vraiment fait de la V2 jusqu'à la X8. Et quand je dis plus de 166, c'est que cette semaine, on déploie nos deux premiers Exadata X9 dans Cloud at Customer pour un client de l'énergie. Alors moi, je suis arrivé chez Oracle pour la version X2, donc effectivement, ça remonte un peu. C'est effectivement très impressionnant, ça fait de vous l'un de nos plus gros partenaires au niveau du déploiement des Exadata. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas, les Exadata, c'est des très grosses machines, on pourrait dire des monstres, qui sont conçus au niveau hardware pour avoir en fait des performances extrêmes avec la base de données Oracle pour nos clients qui ont besoin des performances les plus importantes. Et aujourd'hui, ça existe aussi bien pour être chez vous que pour être chez vous et connecté au cloud, ou alors pour être directement utilisé dans le cloud en tant que service cloud. Alors, ce qui est appréciable aussi, c'est sa redondance. J'en reparlais un petit peu plus loin. On en reparlera tout à l'heure, effectivement, au moment des patchs, oui, tout à fait. Donc, nous sommes un partenaire Platinum, un partenariat très solide avec Oracle depuis des années. Donc, quand un projet se monte de migration vers le OCI ou Exadata Cloud at Customer, nous intervenons dès la phase avant-projet, parce que nous opérons nos clients, donc nous savons de quoi nous partons, notamment en termes de version. Il faut savoir qu'il y a des contraintes pour rentrer dans le cloud ou dans Exadata d'Oracle. Donc on accompagne nos clients dans les migrations déjà pour pouvoir les faire rentrer. Alors soit c'est quelque chose qui se fait en amont, soit c'est quelque chose qui se fait quand on rentre dans le cloud avec Golden Gate. Puisque nous sommes rompus aussi à l'utilisation de Golden Gate. On a notamment un client qui devait passer d'Oracle DG vers Exadata. Ça n'est pas possible de rentrer en Exadata. On l'a fait en temps réel, en fait, avec la mise en place de Golden Gate. Pas d'interruption de service pour les passer à l'époque 11.2.04, qui était le ticket d'entrée pour cette version d'Exadata qu'on avait. Alors, quels sont, d'un point de vue souveraineté, quels sont vos points forts? Alors déjà, des équipes françaises, localisation des données en France. Pour la migration des données en dehors du cloud Oracle ou en dehors de Cloud at Customer, nous utilisons donc la fonctionnalité d'Oracle Native Network Encryption ou à défaut TLS over SQLNet. Voilà. Ensuite, nous sommes habilités, on l'a vu tout à l'heure dans le slide précédent, nous sommes certifiés sur Data Migration, Oracle Database Autonomous et sur les projets d'intégration. Vous êtes aussi habilité pour des clients défense et pour des environnements très particuliers. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus sur
la manière dont vous, en tant que partenaire, en tant que faiseur, lorsque vous faites ces migrations, vous intégrez la sécurité dans les différentes phases de build, de run, de production. Alors, la sécurité, c'est plusieurs niveaux. Hein. C'est une défense en profondeur. Il ne faut vraiment pas faciliter la vie à la cybercriminalité. Donc, je disais tout à l'heure, Exadata, hein, ce qui est bien, c'est la redondance des composants au niveau du stockage, hein, au niveau des calculs, au niveau des éléments physiques qui sont tous redondants Exadata. Ça nous permet de patcher à chaud. Et ça, c'est quelque chose sur des architectures plus classiques, quand on est en mode standalone. Beaucoup de clients ont du mal, à cause de leur métier, hein, tout simplement à définir des créneaux de maintenance. Et on a souvent des cas où des patchs ne sont pas patchés pendant 2-3 ans. Ça, c'est un premier niveau de défense, c'est le patch. Ensuite, une fois qu'on a migré les données via NNE sur la cible, deuxième niveau de défense, c'est le chiffrement. C'est ce qu'on fait pour nos clients qui vont sur Exadata Cloud Customer avec Transparent Data Encryption. Ensuite, il y a autre chose qui apparaît pas sur ce slide, je vais en parler vite fait. Les données qui sortent de l'environnement de production, on en a besoin pour tester en dev, en intégration, pour nos différentes TMA qui peuvent être de différentes sociétés. Il n'est pas utile de leur laisser accès à toutes les données. Donc on utilise data masking ou des logiciels d'anonymisation de données. Il est très important de ne pas laisser, il y a tout un tas de données qui peuvent être très importantes pour l'application, mais le développeur n'a pas besoin de le voir. Il a besoin de son jeu de test et c'est tout. Et derrière, on utilise aussi DataSafe sur OCI qui va nous permettre en fait d'analyser en profondeur tous les paramètres de sécurité, et il y en a dans le moteur Oracle, et de nous faire une synthèse. Ça, c'est très important. Il faut qu'on soit aidé là-dessus. La sécurité, c'est un peu toujours contre le cybercriminel, la lutte de l'obus contre la cuirasse. Il faut que la cuirasse soit plus habile. Et pour ça, on a besoin d'outils synthétiques. DataSafe en fait partie. Ça permet notamment de contrôler donc, les paramètres de sécurité du moteur, de voir aussi des comptes qu'on a utilisés à un moment donné pour de l'intégration, pour du test, mais qui existent toujours. Donc ça peut être une porte dérobée. Et aussi analyser tout ce qui est privilège des comptes. Peut-être que des comptes n'ont pas besoin d'avoir ces privilèges-là. J'ai un exemple très concret, on utilise la supervision, et puis pour se faciliter la vie, ceux qui conçoivent la supervision veulent les droits en 6 admin sur MS SQL et puis 6 sur Oracle. Bon, ça on le détecte et puis on leur dit non, là tu as besoin de faire des selects, il n'y a pas besoin de ça. Ça c'est très important. Et après derrière, effectivement, on supervise les événements dans les logs à l'aide d'OM ou des outils Nagios ou des outils du client, si le client veut imposer son mode de supervision. Donc voilà. Supervision, c'est la visibilité, fondamentale évidemment en termes de cybersécurité. Et en résumé, vous mettez fin à ces situations de clients qui ne peuvent pas patcher grâce à la technologie qui vous permet de patcher à chaud. Et ça, oui, c'est quelque chose auquel vous faites adhérer les clients grâce à votre savoir-faire fort là-dessus. Chiffrement, partout, tout le temps, j'ai envie de dire. Et puis, l'utilisation des dernières innovations en termes de cybersécurité sur le cloud Oracle, comme DataSafe, qui vous permet de voir, en fait, les erreurs potentielles de configuration, de donner une visibilité sur la localisation des données sensibles, afin, si besoin, dans les environnements hors production, de les masquer, et donc pouvoir avancer de manière très concrète sur ces points. Que vos certifications, vos crédits en termes d'équipe, vous pouvez nous en dire quelques mots? Nous sommes donc audités régulièrement, donc nous respectons la norme ISAE 3402, type 2. Nous avons aussi du contrôle interne qui nous impose, alors ça c'est au niveau de l'instance globale DBA à laquelle je participe, donc des règles de sécurité basiques, certes, on parle d'expiration de mots de passe, de complexité de mots de passe, mais aussi pas uniquement des comptes à pouvoir pour les BA, mais aussi des comptes applicatifs. Il ne faut pas que les mots de passe soient en clair dans les comptes applicatifs. Non. Il faut qu'on les change régulièrement. Donc ça nécessite d'impliquer aussi les TMA. La TMA est aussi responsable de la sécurité par la conception des codes. Ensuite, on utilise aussi tout ce qui est traçage des identifications via Lognister. Alors c'est quelque chose comme DataSafe, mais si on n'a pas DataSafe, on le fait un peu plus manuellement. Bien sûr, audit des événements DBA, très important de suivre, et renforcement de tout ce qui est éléments de configuration. Donc pour certains clients, ça va jusqu'à changer les noms normés des objets Exadata,
rajouter plein de cartes réseau, enfin de VPN, pour durcir la configuration de l'Exadata. Donc ça, c'est des clients très, très particuliers. Alors, est-ce que tu peux nous donner, alors peut-être pas un exemple de ces clients très très particuliers pour des raisons de confidentialité, mais un exemple actuel? Alors oui, c'est très actuel, puisque comme je disais tout à l'heure, on est en pleine installation cette semaine de nos premiers Exadata X9. Alors méthodologie, comme on a des migrations en plus de versions de base de données, on utilise Golden Gate pour éviter les interruptions de service en production. Et pour les lignes en dessous, on va utiliser Datapump. Alors idem, transfert des données, on utilise Native Network Encryption, offert par Oracle. À la cible, chiffrement via Transparent Data Encryption aussi. Et pour les données, on va dire, qui sortent de la production, on va utiliser Oracle Data Masking. Comme j'ai dit, il faut étager en fait la défense au niveau sécurité pour avoir le maximum de résilience possible. Et avec ça, on complexifie vraiment la vie de ceux qui nous en veulent. Eh ben, je crois qu'on va terminer là-dessus. Merci beaucoup, Eric. C'est une énorme expertise dans ton équipe. Et je crois que vous avez donc 166 Exadata déployés installés. au total. Et puis, alors, il y a aussi les super clusters qu'on est en train de migrer également dans le cloud. Donc, voilà. Merci beaucoup. Alors, pour finir avec Atos et reprendre le fil rouge de la santé, est-ce que, Pierre, tu pourrais partager avec nous des exemples récents et le rôle qu'Atos a pu jouer dans quelque chose qui, je crois, nous concerne tous en tant que citoyens français? Oui, effectivement, on a annoncé il y a quelques semaines la livraison avec succès de Mon Espace Santé à la CNAM. Et donc, c'est un projet parmi d'autres où on a mis en œuvre justement ces concepts que j'ai présentés précédemment sur l'augmentation du niveau de contrôle sur la donnée. Et donc, on voit que c'est des choses qui ne sont pas une entrave à la performance, puisque Mon Espace Santé, on a plusieurs millions d'utilisateurs. Ça passe à l'échelle, il n'y a pas de problème. On peut protéger les données en passant à l'échelle. Voilà, je pense que c'est quelque chose à retenir aussi. Et c'était pas facile, un vrai challenge. Quand tu dis vous passez à l'échelle, c'est-à-dire que c'est réellement chacun d'entre nous. Donc en gros, vous ouvrez sur plusieurs dizaines de millions de personnes. Donc des tentatives de fraude. Je suis sûr que personne d'entre vous n'a jamais reçu un SMS sur mon compte formation. Non, hein, on est d'accord. Donc là, c'est la même chose. Donc bravo. Et merci beaucoup pour votre témoignage. Et pour reprendre, Eric, je vais vous laisser rejoindre vos sièges. Et pour reprendre, Eric, ce que tu nous disais sur la difficulté de devoir avoir dans chaque équipe un alignement finalement des forces par rapport à la sécurité, je voudrais demander à Eric de nous rejoindre pour avoir le point de vue de la direction générale. Merci Damien. Bonjour Eric, je vais peut-être te laisser te présenter d'abord. Oui, bonjour à tous, je suis Eric Leroux, je suis président fondateur de Disk Engine. Alors, le rôle de la DG dans la cybersécurité. Peut-être que, juste pour reculer d'un pas d'abord, est-ce que tu peux présenter à tout le monde Disk Engine ? Bien sûr. Donc, Disk Engine, c'est un éditeur de logiciels dans le domaine des life sciences, donc des sciences de la vie. Et plus particulièrement, on s'intéresse aux phases précoces de la recherche qui consistent à trouver des nouvelles molécules actives, notamment dans l'industrie pharmaceutique, aussi dans le domaine cosmétique et agrochimique, c'est-à-dire les gens qui trouvent des pesticides et des herbicides. Donc on s'intéresse beaucoup plus à la pharma, mais c'est le même type d'activité qui est déployé chez ces grands clients. Est-ce que tu as quelques chiffres rapidement pour présenter l'entreprise ? Oui, bon, le produit phare là, qu'on va mentionner aujourd'hui qui s'appelle 3 Décisions, qui est une base de connaissances de l'information entre les protéines et les médicaments dans vos organismes. En fait, cette base de données contient pratiquement la totalité de l'information disponible publiquement et celle de nombreux clients de l'industrie pharma dans le top 20. Et cette nouvelle problématique s'accélère et nous permet d'envisager une croissance sur la disponibilité de ces solutions et leur diffusion dans les prochaines années. C'est très impressionnant aussi. C'est chouette d'avoir des pépites françaises aussi sur ces sujets-là. Alors, est-ce que tu peux entrer dans le métier ? Parce que moi, je n'ai pas encore tout à fait compris. Alors, j'ai eu la chance de partir à Las Vegas avec ton RSSI, qui nous a fait la gentillesse de faire ce retour et qui a expliqué. Alors, il avait un petit peu plus de temps que toi, mais j'ai toujours pas bien compris. D'accord. Bon, je vais essayer de faire court. Là, c'est pour peut-être vous vous rappeler de vos cours de biologie et de chimie il y a quelques années. En fait, quand vous ingérez un médicament,
cette molécule va venir interagir avec une des protéines de votre corps pour avoir un effet, donc enlever une douleur ou tuer une cellule qui doit être tuée. Ça, c'est la problématique au quotidien des chimistes médicinaux dans les phases de recherche qui cherchent à mettre au point de nouvelles molécules et qui conçoivent sur papier, pratiquement avec des outils bien sûr, des organisations d'atomes pour chercher une activité contre une protéine cible. Et en fait, cette activité-là, elle est évidemment complexe et elle revient finalement à comprendre qu'est-ce qui se passe au niveau de l'interaction tridimensionnelle entre une molécule médicament et la cible protéine qui est dans votre corps. Quand on fait cette démarche, on fait face à différents challenges. Le premier point qui est présenté ici, c'est la sélectivité. C'est-à-dire que si ma molécule est très performante, mais qu'elle se fixe partout, on va trouver des effets secondaires, on entend en parler souvent. Donc il faut une très grande spécificité de cette interaction moléculaire entre la molécule qu'on conçoit et la cible qu'on vise. Le deuxième point, c'est la compréhension d'une situation nouvelle où en fait on ne connaît pas la cible réellement. On a le cas du Covid qui était un très bon exemple. On ne connaît pas très bien les protéines de ce nouveau virus ou de ces variants. Mais par contre, on connaît beaucoup de coronavirus. On a des centaines, des milliers de structures tridimensionnelles des protéines de ce virus. Donc on va essayer de comprendre comment concevoir des molécules qui vont pouvoir potentiellement cibler les protéines d'un nouveau virus par homologie. Et le dernier point, un peu le symétrique, c'est on sait qu'une molécule cible une protéine connue. Est-ce qu'une protéine un petit peu différente sera aussi ciblable par cette même molécule? Donc pour pouvoir réaliser toutes ces opérations, notre produit 3Décision contient des centaines de millions de records qui décrivent comment un atome va interagir avec un autre atome dans une configuration tridimensionnelle. Et la capacité d'analyse de l'outil et de restitution, donc de requêtage, permet aux chimistes d'interpréter et de comprendre le fonctionnement de ces interactions. Des questions ? Tout va bien. Merci beaucoup. Et du coup, aujourd'hui, donc effectivement, vous permettez à des chercheurs dans les équipes de recherche fondamentales, en fait, appliquer. Là, on est vraiment dans la recherche. Oui, pardon, c'est très concret. C'est-à-dire qu'on est on est environ à 10-12 ans de la mise sur le marché des produits. Les chercheurs cherchent des molécules actives. C'est pas vraiment de la recherche fondamentale, c'est de la recherche très appliquée. Le but, c'est d'aller le plus vite chez l'animal, chez l'homme et sur le marché. Et donc, c'est les équipes de tous ces clients-là qui utilisent votre produit? Oui, principalement, historiquement, on travaille majoritairement avec des grands comptes de l'industrie pharma, notamment en France à Sanofi ou Servier. Des clients qui sont très préoccupés par les sujets de sécurité, notamment parce que les informations qu'on manipule ici sont un petit peu le cœur de leur savoir-faire, c'est-à-dire c'est des informations non brevetées, on est très en amont du brevet sur la future molécule, donc le fait que cette connaissance soit à la fois la molécule d'intérêt, sa cible et son contexte biologique font qu'on doit être très prudent sur la confidentialité des informations et évidemment ne pas permettre aux concurrents d'accéder à cette information. Alors, moi, ce que j'entends, c'est que si je suis très bon, que j'utilise votre logiciel, dans 12 ans, je suis milliardaire, sauf si on me vole l'information avant. C'est ça ? C'est ce qu'on pourrait le simplifier comme ça, effectivement. Alors, la question, du coup, c'est... on entend que la sécurité est très importante. Est-ce qu'elle a toujours été très importante pour Disk Engine ou non ? Alors effectivement, ça n'a pas été toujours au cœur de notre préoccupation. L'entreprise n'étant pas vraiment une start-up, et merci pour le slide, mais en fait, une société qui a bientôt 19 ans, donc on sort de l'adolescence. Effectivement, à nos débuts, on était une société principalement de services où on développait des logiciels à façon sur les sites de nos clients. Donc la sécurité, on va dire, était prise en charge principalement par les directions informatiques de nos chers clients. Et puis, l'évolution de la société a fait qu'on a commencé à développer nos propres logiciels et transformer une expertise de service en des solutions. Et on s'est même lancé un peu précocement sur une offre, ça s'appelait même pas encore le SaaS à l'époque, donc de mettre à disposition sur Internet une de nos solutions. En 2015, j'ai repris la direction de l'entreprise et on a eu l'envie de changer nos pratiques internes et de passer sur le cloud, en commençant par Azure pour déplacer la charge des serveurs de développement. Et dans cette transition-là,
on a eu envie de lancer notre première offre public cloud de la solution 3 Décisions. Et on a été accompagné par Oracle depuis effectivement 2017-2018 pour offrir une solution SaaS sur ce secteur un peu niche, mais on pressentait le besoin d'avoir une solution SaaS pour cette solution. Et du coup, cette transformation digitale, quelque part, qui fait de vous aujourd'hui un acteur du SaaS pour cette solution, vous faites de vous aussi un acteur de la sécurité, puisque là où c'était avant la DSI de vos clients qui était en charge de la sécurité des logiciels, de vos logiciels qu'ils installaient eux-mêmes, là maintenant vos clients vous demandent à vous des audits et vous demandent d'être très bons sur le sujet. C'est bien ça ? Exactement. Effectivement, sur cette décennie, je dirais que nos clients, les profils de nos interlocuteurs qui étaient autrefois des experts, faisaient même leur propre logiciel, étaient des experts de la gestion d'applications en interne, se sont progressivement mutés en spécialistes de la sécurité, en tout cas en contrôleurs du choix logiciel, et sont venus un peu stopper nos ardeurs sur le SaaS en nous disant mais nous on veut d'abord évaluer votre capacité à gérer la sécurité, et on a on a eu quelques challenges de security assessment avec nos grands comptes qui ont fait que les temps de vente de nos logiciels ont été démultipliés. Donc il fallait 18 mois pour vendre un soft parce qu'il y avait 12 mois de security assessment. Grâce à Oracle, notamment grâce à toi et une partie de l'équipe, on a pu accélérer la réponse à ces security assessments en développant de l'expertise, de la documentation et en mettant en place des outils. Tout à fait, et c'est effectivement là qu'on s'est rencontrés en fait. Alors, est-ce que tu peux très rapidement présenter ce que c'est un tenant client sur OCI ? Si tu veux, je le fais. Je t'en prie. Alors concrètement, ça c'est un tenant client de la solution SaaS Disk Engine. Par client, en fait, par client, ils vont utiliser, ils ont différentes régions de prod, donc différents data centers. Ils ont un troisième data center en backup. Et par data center, ils utilisent 3 availability domains, donc 3 zones différentes qui correspondent en fait à des data centers différents physiques. Ils utilisent à peu près 60 teraoctets en base de données Oracle, donc on est quand même sur des volumes assez importants. Il y a plus de 150 microservices qui ont été développés par tes équipes. Et je ne vais pas faire la liste, mais vous utilisez à peu près tous les services OCI. Et donc, comme tu le disais, un jour, vous êtes confronté finalement à cet allongement des durées de vente parce que vous devez subir des audits. Et c'est là où moi, je commence à travailler avec Alexandre, qui est votre RSSI. Et l'approche, en fait, ça a été de dire, on revient à la notion d'écosystème dont parlait Christophe au début. L'approche, c'est de dire, vous êtes finalement un opérateur SaaS sur Oracle Cloud Infrastructure. Donc tout le travail que fait Oracle autour de la sécurité du cloud, finalement, vous bénéficie. Et donc, pour ceux qui connaissent, il y a un document qui s'appelle le CAIQ, qui s'appelle le Consensus Assessment Initiative Questionnaire, qui est en fait un document qui, en gros, regroupe toutes les questions à poser à un acteur du cloud si vous voulez contrôler, comme tu disais, le niveau de sécurité de cet acteur. C'est un document qui a été développé de manière, je dirais, collégiale par la Cloud Security Alliance. Et il se trouve que nous, évidemment, on répond à ce document. Donc, on a les réponses de sécurité sur tous les aspects de la sécurité qui intéressent vos clients. Et donc, déjà ça a beaucoup aidé pour montrer un premier niveau de certification et de sérieux sur tous ces sujets-là. Bien sûr. On croyait peut-être un peu naïvement que le fait que Oracle Cloud soit certifié à peu près avec tous les logos possibles et tous les tampons de matière de sécurité nous suffirait. Et en tout cas, ça nous a permis d'accélérer sur la mise à disposition de la solution, en tout cas de réduire le temps nécessaire à déployer la solution grâce à votre expertise et aux composants. Nous manquait quand même la partie de nos propres certifications sur la partie logicielle. Donc c'est là où toi, en tant que DG, tu fixes un objectif et tu dis il faut que nous, Disk Engine, on soit certifié ISO. Oui, je pense qu'on on a commencé en 2019 cette démarche. C'était peut-être un peu tard, mais il n'est jamais trop tard pour bien faire. Donc on a initié la certification ISO 27 et aujourd'hui on est dans l'avant-dernier jour de la certification. Donc pour ceux qui sont passés par là, voilà, on en est à 17 pistes de progrès, 0 non-conformité. Donc, pour l'instant, on croise les doigts. Bravo. Et c'est déjà le deuxième audit, puisque vous avez déjà eu la certification niveau 1. Donc, c'est ça. Et ça, j'aime bien t'entendre dire, il n'est jamais trop tard, parce que justement, par rapport au fatalisme dont on parlait au tout début, avec malheureusement l'accumulation des attaques, etc., voilà, vous avez fait cette décision-là, mais tu l'as portée au niveau de la DG, et derrière,
toutes les équipes, enfin nous quand on travaille avec vous, évidemment moi je travaille avec vous côté sécurité, mais il y a tous les autres qui travaillent sur les autres aspects, notamment au niveau apps, etc. Et il y a vraiment un alignement des équipes. Personne ne remet en cause la nécessité de la sécurité, et ça c'est fondamental. Alors, je vais vous passer très rapidement un certain nombre de slides. Tout ce que vous allez voir, c'est en fait des captures d'écran réelles des environnements Disk Engine. Comme tu le disais tout à l'heure, ça ne suffisait pas que Oracle soit certifié, puisque chaque client qui utilise une solution cloud doit lui-même jouer son rôle dans la sécurité du cloud et donc doit lui-même mettre en place les bons contrôles pour tous les domaines, je dirais, de la cyber. Et les deux gros points qui étaient demandés par vos clients, c'était la supervision. On parlait tout à l'heure avec Eric de l'importance fondamentale de la visibilité. Donc la visibilité, c'est donné par des outils comme CloudGuard. Et là, vous pouvez voir que votre niveau est excellent. Donc c'est plutôt pas mal. Et le deuxième point, c'était le chiffrement. Alors on en a aussi beaucoup parlé avec Atos au niveau de la base. Dans le cloud, tout doit être chiffré. Tout est chiffré dans le cloud Oracle tout le temps. C'est pas une option. Toutes les données sont chiffrées dans le cloud Oracle, même si vous ne souhaitez pas qu'elles soient chiffrées, elles sont chiffrées quand même. C'est pas possible de faire autrement. La question, elle se pose autour de qui gère les clés. Et vos clients vous disaient, nous, on veut que ce soit nous qui gérions les clés et pas Oracle. Ça a été un peu une surprise. Avec un grand client allemand qui nous a demandé de changer très rapidement la façon de gérer nos clés. Et la réactivité, la disponibilité des équipes Oracle a permis de faire cette réponse en quelques jours, semaines. En quelques jours, effectivement. Ce qui nous ramène à des notions de souveraineté, évidemment. Et effectivement, la gestion des clés chez Oracle, c'est soit fait directement par Oracle, comme ça, en tant que client, vous n'avez rien à faire et tout est chiffré quand même. Si vous voulez gérer vos clés, vous pouvez le faire sur des HSM chez nous, qui vont être redondés, gérés par nous, etc. Ou bien sur des HSM chez vous. Et on rejoint ce que Pierre nous a montré tout à l'heure avec la capacité de faire intervenir notre écosystème et notamment Atos avec la capacité d'aller jusqu'à des HSM qui sont en fait certifiés au plus haut niveau par l'ANSSI. Et donc voilà, ce qui nous importe nous, c'est de vous donner le plus de capacité possible pour répondre à vos différents enjeux. Il y a un point qui m'avait beaucoup plu en travaillant avec tes équipes, c'était le côté un peu magique. Je reviendrai sur le point de Philippe qui parlait de l'industrialisation du cloud. Une des raisons qui vous a permis au départ d'aller très vite quand vous étiez dans cette situation un peu compliquée, c'est le fait que tous les services de sécurité qui sont dans le cloud Oracle, ce sont des services. C'est-à-dire que ce n'est pas une image dans une marketplace où vous cliquez, puis ça installe un soft sur un OS, sur du compute, que vous devez gérer, patcher, upgrader, etc. C'est un service, autrement dit, vous cliquez sur une interface, vous n'avez jamais rien à installer, vous n'avez jamais rien à upgrader, tout ça se fait tout seul, vous n'avez jamais rien à patcher, c'est directement disponible. La plupart sont inclus dans le coût des services que vous utilisez. Et ce qui est magique, c'est que typiquement, un jour, j'appelle Alexandre et je lui dis « Ah, est-ce que tu peux regarder si tu as été provisionné ? Normalement, maintenant, tu as une solution de threat monitoring qui est directement intégrée avec un feed de threat intelligence qui monitore tous les comportements suspects sur ton cloud. » Et donc, ils n'ont rien eu à faire, ils n'ont rien eu à mettre en place et c'est quelque chose qu'ils ont eu en plus pour 100% de leurs clients. Et là, on voit qu'ils ont un acteur très méchant, c'est celui qui est en noir tout là-haut, qui est à 100% de méchant, donc il est très très méchant. Mais en fait, c'est bon, on sait qui c'était, on sait pourquoi il était là, mais ce qui est intéressant, c'est d'avoir cette visibilité-là. Et ce qui est aussi très intéressant, c'est que tous les autres acteurs du cloud, et là on est sur une période assez importante, je crois qu'on a pris en photo à peu près 5 mois d'analyse, et bien tous les autres, il n'y en a pas un qui dépasse 50%, et concrètement, c'est relativement faible encore par rapport à ce risque-là. C'est quelque chose qui est basé sur MITRE ATT&CK et ça comprend toute la partie Threat Intelligence, comme je le disais. Alors, je vais passer rapidement. Vous utilisez massivement des conteneurs Docker de manière à ne pas avoir ces problématiques de patching, mais vous utilisez toute la partie Vulnerability Scanning pour savoir où en est le niveau. Vous avez parfois découvert que des images que vous utilisiez de partenaires qui vous fournissaient du logiciel, je crois que c'est celle-ci, vous étiez à plus de 785 vulnérabilités. Alors, on a grisé le nom du partenaire. Et en fait, vous avez, grâce au patching dans Oracle, la capacité de patcher en live toutes ces instances de manière à réellement avoir zéro ici en permanence. Vous utilisez aussi la partie Web Application Firewall avec un petit truc intéressant sur celui-ci qui est cette partie-là.
Tu te rappelles de l'histoire? Oui, bien sûr. Ouais, en fait, à ce moment-là, on fait une évaluation, un pen testing avec un cabinet français assez reconnu et qui nous jure qu'il ne fera pas d'attaque d'IDOS sur notre environnement. Parce que vous auriez dû nous prévenir si ça avait été le cas. Parce qu'effectivement, dans le cadre du contrat qui nous lie à Oracle, on doit prévenir l'hébergeur cloud que ça sera, quand ça arrivera, par qui, etc. Et en fait, c'est arrivé avec des débits assez intéressants. Vu les enjeux. Extrêmement important. Et qui ont été attrapés par la WAF. Donc en fait, ils ont balancé une énorme attaque DDoS pendant 4 heures, ce qui est totalement interdit d'après tous les... Voilà, et en fait, ça a été complètement pris par le WAF, et en fait, personne ne s'en est rendu compte, et on s'en est rendu compte après en regardant les logs, ce qui est assez intéressant aussi dans ce que fait. Alors, on va avancer rapidement. Moi, ce que je voulais te demander, c'était... Vous avez un aspect multi-cloud très important. Oui. Tu parlais d'Azure que vous conservez notamment pour la partie Azure Active Directory. Oui. Donc vous êtes intégré en SCIM avec toute la partie Identity and Access Management d'Oracle et puis avec Aviatrex au niveau réseau. Il y a toute la partie DevSecOps, c'est-à-dire que vous intégrez vraiment la sécurité dans votre processus DevOps. Je voulais savoir si vous pouvez nous partager pour terminer cette présentation quelques leçons entre guillemets que vous avez appris au cours de ce chemin avec nous tous aujourd'hui. Oui. Je crois que c'est un peu illustré ici, mais c'est vrai que le modèle de responsabilité partagée avec Oracle a été très bénéfique pour nous, en termes d'équilibre déjà, parce qu'on a 4 personnes, vous en avez quelques centaines. Donc en fait, on a trouvé un bon équilibre en termes de besoins en ressources pour affronter des problématiques très complexes. Des problèmes de compétences, parce que vous le savez, c'est dur de recruter des profils dans le monde qui ont quelque chose à dire sur la cybersécurité et sur le cloud. Donc on a trouvé un équilibre assez sain dans la collaboration avec Oracle. L'autre point qui est en bas à gauche, là, c'est l'automatisation, qui est une obsession chez nous dans l'idée de mise à l'échelle et de déployabilité de nos solutions avec une équipe très réduite. Donc aussi, dans le contexte Oracle, tout est automatisé, tout automatisable, du développement jusqu'au déploiement, jusqu'à la sécurité. Ça, c'est quelque chose de très impressionnant. Ça fait maintenant plusieurs années que vous êtes en full CI/CD. Absolument tout est automatisé dans tout le déploiement de vos environnements clients. Voilà, y compris le testing, la sécurité, la mise à jour, le patching, etc. Complètement. Et d'ailleurs, autour d'un verre, on pourra partager quelques histoires drôles qui se sont passées aussi là-dessus. Oui. Bon, le point sur les coûts aussi est important, parce que c'est vrai que en fait, les coûts dans ce domaine-là, pour nous, c'est du temps homme. Donc en fait, on a remplacé du temps homme par des services, comme tu le disais. Et au final, dans notre enveloppe Oracle, je ne sais pas quelle est la proportion des coûts, mais je dirais que la sécurité ne va pas faire trop mal. Donc finalement, ça se dilue dans les coûts globaux et c'est d'un niveau de sécurité très, très élevé pour nos problématiques. Eh ben, merci beaucoup Eric. Merci à toi. C'était super d'avoir ton retour. Et puis je vais appeler Benoît maintenant pour nous rejoindre. Ainsi que Macaire. Prends un siège et un micro. Macaire Lawin, bonjour. Alors tu es le DSI de la CNSA. Je suis ravi de t'avoir avec nous ce matin. La CNSA est un acteur impliqué dans la sphère sociale, donc on va rester dans la thématique du monde de la santé. Je ne suis pas persuadé que tout le monde connaisse là où vous êtes positionné comme acteur de la sphère sociale. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots de ce que vous faites et comment vous êtes positionné ? Merci Benoît, et je vous remercie d'abord de me permettre, on va dire, de vous présenter une institution extrêmement essentielle pour chacun de nous au quotidien et pour l'avenir, parce qu'il s'agit de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, qui est la caisse qui prend en charge des situations de perte d'autonomie. C'est-à-dire qu'on s'occupe principalement des personnes âgées dépendantes et des personnes en situation de handicap. Et cette caisse a été créée en juin 2004, de mémoire, et c'est une caisse qui, par ailleurs, a été créée dans un contexte particulier, pour ceux qui s'en souviennent, de la crise de la canicule 2003, où en France, il y a eu énormément de morts, et l'État s'est rendu compte que cet enjeu n'était pas véritablement pris en charge. Et donc, depuis ce temps, la caisse existe, c'est une toute petite caisse qui grandit jour après jour, jusqu'à désormais occuper, on va dire,
le positionnement de 5e branche de la sécurité sociale, qui est la branche autonomie, depuis le 1er janvier 2021. Voilà, et on va voir avec vous l'importance de la sécurité sous le prisme du DSI. La CNSA, comme l'ensemble des acteurs de la sphère sociale, est régie par une COG, donc un plan budgétaire pluriannuel. Pour la CNAM, elle va démarrer de 2023 pour aller jusqu'à 2027. C'est aligné avec les élections présidentielles et le temps politique. Celui de la CNSA, il a démarré en 2022, il va aller jusqu'en 2026. Est-ce que vous pouvez nous dire, en termes de sécurité et de plan stratégique, qu'est-ce qui a changé et qu'est-ce qui va changer? Comment la sécurité va jouer un rôle prépondérant et comment elle se positionne du coup dans ce plan stratégique? Avant d'aborder les enjeux de sécurité, j'aimerais d'abord, de toute façon, vous dire que on a malgré tout une petite caisse, même si c'est une caisse qui grandit et que, évidemment, on n'a pas vocation à tout faire, à faire comme si notre métier, c'est l'IT ou la sécurité. Notre métier, vraiment, c'est financer l'écosystème et du coup, aussi comprendre ce qui se passe dans l'écosystème. C'est-à-dire que la remontée des données, la collecte de données, l'analyse des données, la capacité à orienter les politiques publiques constituent des enjeux extrêmement fondamentaux. Et donc, depuis qu'on a été positionné pour être 5e branche de la sécurité sociale, on a négocié avec l'État une convention d'objectifs de gestion avec l'État 2022-2026 avec un schéma directeur aligné sur cette convention d'objectifs de gestion, un schéma directeur assez ambitieux, on va le dire aussi clairement que possible, en cela que on positionne les enjeux de demain, qui sont des enjeux de collecte de données massive. On a été impliqué beaucoup dans le virage du numérique en santé, donc on est au confluent de plusieurs acteurs, on va dire côté santé, côté sécurité sociale, et du coup on arrive un peu en se disant comment on profite des avancées des autres, d'une certaine façon. Et si on prend l'exemple, pour parler de la sécurité, vous savez qu'au niveau de l'État, on a mis en place ce qu'on appelle le schéma stratégique des systèmes d'information de sécurité sociale. Et dans ce schéma stratégique, on a identifié des chefs de file. C'est en cours de constitution. Et par exemple, nous, sur la sécurité, on va s'appuyer principalement sur le CERT que la CNAM va mettre en place pour profiter du fait que, évidemment, on est là pour s'associer aux bonnes initiatives. De l'autre côté, on a l'Agence du numérique en santé, où se constitue aussi un CERT, on va s'y associer pour profiter aussi de cela. Au titre, on va dire, de la sécurité, on est en train de mettre en place nous-mêmes un SOC, voilà, pour commencer à véritablement à figurer dans ce champ qui devient un champ extrêmement stratégique. On le voit tous les mois, il y a un hôpital qui est attaqué. Voilà, on voit bien que c'est effrayant. On a vocation à se protéger. Mais en même temps, on va dire que jusqu'ici, les données qu'on avait n'étaient pas des données ultra sensibles. C'est principalement des données publiques. Et on va commencer à avoir des données ultra sensibles, à savoir les données individuelles des personnes. Ce qui était évité jusqu'ici. Le mois dernier, on a eu un avenant au décret NIR, qui est le décret qui autorise, on va dire, l'utilisation du numéro de sécurité sociale. Et on est autorisé à utiliser le numéro de sécurité sociale pour nos missions, pour lutter contre la fraude. Et dès lors, on va être dans un jeu extrêmement important, qui sont un jeu de remontée des données individuelles avec la capacité qu'on aura à les conserver, à les sécuriser et à les protéger concrètement pour chacun de ceux qui sont amenés à avoir les données remontées chez nous. Alors le monde de la sphère sociale est un peu ce qu'on retrouve parfois dans le monde de l'entreprise, c'est-à-dire que vous vous appuyez sur des synergies ou des moyens transverses. Là, je crois que c'est la CNAM qui est tête de file et qui va donc vous accompagner sur ce SOC, sur ces équipes, certes. Qu'est-ce que du coup, pour vous qui quelque part consommez un peu ces services qui vous sont fournis par des acteurs de votre écosystème, comment est-ce que vous testez, vous êtes certain que les services qui vous sont fournis répondent à vos attentes?
c'est une question en devenir. Pour l'instant, on n'est pas concrètement en action puisque le CERT de la sécurité sociale, on se met en place avec la CNAM identifiée comme chef de file. Il faut aussi que la CNAM se mette en situation de rendre le service pour elle-même et ensuite pour l'ensemble des autres caisses qui ont vocation à s'instancier dans ce CERT. Donc ce sont des choses qui se projettent, les discussions en cours actuellement, et je pense que la CNAM va négocier tout ça au titre de sa COGE, qui est 2023, et une fois que c'est arbitré, on verra concrètement comment on met en place les choses. Je crois que vous faites aussi de temps en temps des tests d'intrusion ou des tests de résilience. Oui, là pour le coup concrètement, ce qu'on fait, c'est qu'on offre de plus en plus des services grand public d'une certaine façon, puisque c'est une caisse qui doit encore développer sa communication pour être connue du grand public. Donc forcément, on commence à déployer des solutions qui sont des solutions grand public. Typiquement, on a un portail national qu'on appelle pour les personnes âgées.gouv.fr, qui est un portail qui permet à chacun de vous de regarder, de rechercher un EHPAD, une structure pour un proche. Et donc, ce portail est un portail national qui a des indicateurs extrêmement importants puisqu'on a jusqu'à 7 millions de visiteurs chaque année. Et du coup, sur ce portail, ce qu'on fait à chaque fois qu'on a une version, évidemment, on fait des tests d'intrusion assez régulièrement et on vérifie qu'il n'y a pas de faille de sécurité dans les versions qu'on déploie. Cela n'empêche, évidemment, qu'au-delà de ces tests, on est extrêmement vigilant et on fait confiance à des acteurs qui sont, de notre point de vue, des leaders de la sécurité en la matière. C'est pas parce que Atos est passé ce matin, mais notre infogérant, c'est Atos. Donc on leur confie l'hébergement, l'infrastructure, la sécurité de l'ensemble de nos dispositifs, parce que c'est pas notre métier, tout simplement. Et c'est quelque chose d'important, cet aspect-là, c'est le fait de se dire finalement, votre métier, c'est pas la sécurité, donc on refait appel à cet écosystème, donc Oracle, Atos, d'autres acteurs pour certaines solutions spécifiques. La CNAM et les partenaires, finalement, dans la sphère sociale, notamment au niveau des CERT, même, si j'ai bien compris, plusieurs CERT parfois, parce que tant qu'à faire, plus on en a, mieux c'est. Il y a aussi des sujets qui, des fois, sont pas sexy, mais qui, par rapport au ransomware, sont fondamentaux d'ailleurs, et ça peut être aussi simple, mais aussi fondamental que le backup. Et là-dessus, vous faites énormément d'exercices, c'est ça ? Oui, ce qu'on fait généralement, on fait des tests assez réguliers. Historiquement, on existe depuis pas très longtemps. En 2004, on est très très jeune quand on compare très, très jeune. la caisse aux autres caisses. En tous les cas, par comparaison, en tous les cas, on est jeune. Et du coup, imaginez que on a démarré en mettant en place notre propre data center. Puisqu'on démarrait, on a mis des serveurs, on a une salle blanche, et au fur et à mesure qu'on a développé des outils, on s'est dit on n'a pas les moyens de s'en occuper concrètement. Donc on a mis en place un marché d'infogérance, on a externalisé, on externalise jour après jour, et en fait on est dans la portion la plus petite qu'il soit chez nous, à savoir les serveurs de fichiers. Donc même les serveurs de fichiers, on va les externaliser pour éviter toute problématique liée on va dire, à des ransomware, tout ça. Et comme ça, on considère qu'il faudrait plutôt que ce soit des spécialistes. Et d'ailleurs, quand on fait des mises en concurrence, on demande à l'ensemble des candidats d'apporter la preuve qu'ils ont toutes les certifications nécessaires, toutes les expériences nécessaires. Ça contribue évidemment dans l'évaluation des dossiers qu'on reçoit en appel d'offres. Donc en fait, au niveau de la DSI, vous faites le choix conscient d'externaliser des fonctionnalités pour aussi externaliser une partie du risque. Oui, tout à fait. En fait, c'est fondamental aussi de dire qu'en tant que cinquième branche, on a un enjeu fondamental qui est de piloter le risque. Le risque financier, mais aussi le risque de vulnérabilité, d'intégrité, de sécurité. Ça fait partie des missions essentielles d'une caisse. Et pour nous, en tous les cas, et pour moi, c'est important
d'externaliser ce risque en direction d'acteurs dont c'est le métier. Tout à fait, ouais. Et il y a, alors on a parlé tout à l'heure avec Eric de l'importance que le message soit porté au niveau de la direction générale, de manière à ce que toutes les équipes soient alignées vers un objectif de sécurité. Vous, au niveau de la DSI, est-ce que vous avez des actions de sensibilisation, d'inclusion pour faire en sorte que tout le monde dans l'entreprise soit concerné par le message de la sécurité? Tout à fait. Notre RSSI œuvre beaucoup dans ce sens. On a des campagnes de sensibilisation extrêmement régulières. Et ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on fait des tests pour vérifier le comportement de chacun. On leur envoie des mails, on vérifie s'ils cliquent sur le lien ou pas, pour leur aussi démontrer qu'évidemment, il ne suffit pas juste de dire j'ai compris, il faut aussi être extrêmement attentif quand on reçoit un mail assez bizarre ou qui doit questionner plutôt que de cliquer simplement là-dessus. Voire des fois pas bizarre. Oui, il faut faire attention. Oui, c'est d'un collègue. Et on clique sans lire le message, et puis ensuite ça peut être une porte d'entrée. Alors, merci Macaire, mais j'ai un œil inquisiteur qui me regarde, qui est Patrick, qui est en train de me dire que le temps tourne. On voulait vraiment partager avec l'ensemble de la communauté ce matin tout ce parcours de la sécurité. On sait que 2022 a été une année particulièrement importante en termes d'attaques. On pense aussi que 2023 sera probablement aussi l'année où l'ensemble des acteurs vont essayer de se protéger de plus en plus. Et d'ailleurs, c'est un peu pour cette raison que le campus cyber a été créé. Il y a une vraie prise de conscience politique qui fait que chacun des acteurs doit s'embarquer. On l'a vu, ce sont devenus des vraies préoccupations au niveau de la direction générale. Ce sont des vrais sujets de DSI. Chacun d'entre vous, on ne se lève pas tous les matins en se disant est-ce que je vais être attaqué, mais en tout cas, ça résonne un peu dans chacun des têtes des acteurs de l'IT. Donc on voulait remettre un peu ce sujet au centre des conversations. On observe aussi, et c'est un peu le regard que je porte, c'est que certains acteurs, et le cloud est un peu dans toutes les conversations, et qu'on soit dans le monde du public ou dans le monde du privé, chacun se dit finalement je vais basculer dans le cloud, et chacun y va pour des raisons différentes. Certains davantage pour aller chercher de l'agilité. Mais ce que j'ai trouvé aussi intéressant dans le prisme de la sécurité, c'est que certains y vont parfois, voire souvent, pour aller chercher des enjeux et adresser des enjeux qui sont complexes en termes de compétences et de mise en œuvre. Et on sait ô combien le cloud est capable aussi d'apporter ces réponses-là. Donc c'était un éclairage qu'on voulait aussi apporter, partager. Je voulais aussi personnellement remercier l'ensemble des clients et des partenaires qui sont avec nous. Vous remercier à vous, clients et partenaires aussi, d'être venus témoigner, de nous avoir permis d'organiser cet événement. Je vous donne rendez-vous aussi pour certains d'entre vous, car c'est un sujet qui intéresse beaucoup aussi les experts, de voir comment certains acteurs se sont spécialisés dans les attaques. Donc cet après-midi, on a Hakim Loumi qui va présenter et tenir un atelier qui vous explique comment certains des attaquants essayent de vous voler vos données. On a vu essentiellement les clients se protéger à la périphérie, mais maintenant c'est le vol de données que l'on observe et des demandes de rançon. Donc on va présenter cet après-midi et faire un atelier extrêmement technique. Il a eu tellement de succès qu'il a été vite rempli. Donc on va faire une autre session le 15 décembre. Ce sera à Colombes. Il reste quelques places. Donc pour ceux d'entre vous, soit dans la salle, soit pour ceux qui sont en distanciel, qui sont intéressés, vous allez voir à la fin de la projection les adresses pour éventuellement vous inscrire. Et puis, comme c'est un sujet phare, on organise aussi des thématiques avec ce qu'on appelle Meet des experts, ou plutôt rencontrer nos experts. Et ça, on le fait avec grand plaisir à la demande et de manière proactive. Donc on a un certain nombre de sessions qui vont être organisées. On va vous les présenter. Vous pourrez également venir vous inscrire. Et ce qu'on veut, c'est que vous puissiez le faire de manière interactive pour que vous puissiez, non pas comme ce matin, avoir juste recevoir un message sans que ce soit bilatéral, mais qu'au moins, dans ces Meet the Experts, que vous puissiez échanger.
Voilà, donc on va clore la session, en tout cas pour l'aspect distanciel. Je vous remercie encore et je vous dis à très bientôt et j'espère à nouveau dans ce totem de la sécurité qui est le campus cyber.